Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour vous présenter le dernier épisode. Le dernier épisode nouveau, on pourrait dire, de l'année 2021 de la balado, puisque moi, je vais prendre une petite pause. Je ne sais pas si vous l'entendez un peu dans ma voix, mais je suis grippé cette semaine. Je n'ai pas la COVID. Je me suis fait tester. Je pensais que c'était ça, sincèrement, parce que j'avais courbature, difficulté respiratoire, tout ça, mais non. Le test est négatif, mais j'ai la grippe. Alors, j'avoue que cette pause sera très bienvenue. Cette pause de Noël, mais la balado ne prendra pas de pause. Là, présentement, l'épisode que vous vous apprêtez à écouter, c'est l'entrevue que j'ai eu la chance de faire avec M. Guy Rocher il y a à peu près 3 semaines pendant le Salon du Livre de Montréal. J'espère que vous allez apprécier. Quel parcours inspirant et vraiment un parcours incroyable, M. Guy Rocher. Et pour les autres épisodes qui s'en viennent, ça va être des rappels. Des rappels, entre autres, j'avais fait un spécial sur les meilleures chansons de Noël. On va le rediffuser, on va vous l'offrir une autre fois parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices depuis la saison dernière, en fait, mais particulièrement cette année. Alors, on s'est dit pourquoi pas. Donc, en rappel, il y aura cet épisode-là, les meilleures chansons de Noël. Il y aura également l'épisode de Mathieu Bellil sur la lumière, la réflexion sur la lumière, parce que la fête de Noël, avant tout, c'est une fête des lumières. C'est une fête de la lumière. Alors, on va vous représenter cet épisode. Et aussi un conte de Noël que Godefroy Laurando nous avait offert à la saison 2. Une création, ouais, Godefroy, qui est toujours très étonnant. Plusieurs dimensions à Godefroy. Et il y avait cette dimension-là, donc un beau conte de Noël. Alors, c'est ce qu'on vous prépare pour les vacances de Noël. Nous, on va revenir vers la mi-janvier. Normalement, on reviendrait le 15 janvier avec Marie-Hélène Voyer, qui a écrit le livre « L'habitude des ruines ». J'en ai parlé dans l'infolettre aux donateurs. J'étais en train de lire ça, donc je vais terminer la lecture. Et elle va venir, elle va être en studio, dans nos luxueux studios de Rosemont. Donc ça va être très intéressant. Réflexion sur le patrimoine bâti. Et là, j'essaie de voir si on ne pourrait pas mettre quelqu'un d'autre avec elle. J'ai lancé des pistes, alors ça promet. Et il y aura Catherine Léger également, l'autrice dramaturge qui prépare une adaptation de Deux femmes en or pour le théâtre. Elle sera à la balado le 22 janvier. On va aller voir la pièce. La première est le 19. C'est une pièce qui va probablement partir en tournée. Il n'y a pas de date, mais ça risque d'être le cas parce que je pense que le succès va être au rendez-vous. C'est une pièce qui est très attendue et Catherine Léger, je pense que le fait que ce soit elle qui fasse l'adaptation aussi rajoute une couche d'excitation. Donc, on l'aura en entrevue ici à la balado. Alors, voilà. Donc, je vous laisse entre les mains de moi-même et de Guy Rocher et Pierre Duchesne. Bon épisode et on se retrouve à la toute fin pour un petit mot pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. À tantôt. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois d'abord Pierre Duchesne. Bonjour, Pierre. Bonjour. On va parler à M. Guy Rocher un peu plus tard, mais vous êtes l'auteur des 2 tomes. Le premier tome est sorti quand? Il est sorti en février 2019. Ah oui, quand même, OK. Donc, on avait 450 pages et ce deuxième tome en a 600. Alors, finalement, un peu plus de 1000 pages, M. Rocher. Mais je pense pas que c'est trop pour ce parcours-là. Bon, moi, on s'est connus à une époque, vous étiez encore journaliste. Pendant le lockout, si ma mémoire est bonne, de Radio-Canada, j'étais dans les apartistes. Ensuite, je vous ai lu parce que vous avez fait la biographie extraordinaire de Jacques Parizeau. Pourquoi avoir choisi de faire la biographie de Guy Rocher? Vous savez, quand moi j'étais un journaliste qui m'intéressait au social, au politique, à l'international, mais quand vous parlez des questions sociales, à l'époque, on parlait d'un cardex. Les plus jeunes ne savent pas ce que c'est, là, mais c'était des fiches. Et puis, on avait des personnes ressources. Alphabétiques, là. Et Guy Rocher est un incontournable. Il faisait partie de ces 2-3 personnes au Québec qui pouvaient répondre à peu près toutes les questions sur n'importe quelle situation et faire une analyse large, approfondie, en plusieurs dimensions. Et c'est un homme posé. Et alors, moi, c'est resté ça.
Et puis, j'ai grandi dans le métier. J'ai fait de la politique. J'ai été ministre d'enseignement supérieur, donc j'ai été appelé à le croiser pour mettre fin à la crise des carrés rouges. Vous avez été ministre d'un ministère qui l'a créé. Oui, absolument. Parce que, et même Mme Marois avait décidé que l'éducation, c'était tellement important qu'elle allait en avoir deux. Oui, voilà. Donc, un ministère de l'Éducation pour le primaire secondaire et un pour l'enseignement supérieur, cégep université, dont j'avais la responsabilité. Alors, pour moi, M. Rocher était quelqu'un qui était demeuré. Et puis, c'est un personnage repère. Si vous voulez comprendre le Québec, suivez de près la vie de Guy Rocher. Vraiment. Alors, dans cette transformation... Et j'avoue, Pierre Duchesne, que c'est la grande vertu des 2 livres que j'ai lus, c'est qu'on se replonge. Puis moi, bon, on va le voir tantôt, mais on a parlé de Georges-Henri Lévesque ici à la balado. On a parlé des collèges classiques. Ouais. Et là, j'ai un acteur qui a été dans le tourbillon de tout ça avec votre plume à vous, parce que évidemment, on n'aura pas le temps d'approfondir avec M. Rocher parce qu'il a l'âge qu'il a, puis je veux pas... Mais c'est qu'on rentre vraiment, c'est très précis. Comme la méthodologie, d'ailleurs, on apprend à la fin, dans vos remerciements, que c'est une biographie non autorisée. Donc, il n'y avait rien lu. Non. Alors, la biographie non autorisée, c'était la même démarche que M. Parizeau. Je demande, bien sûr, la collaboration du sujet d'étude, qui est M. Rocher. Mais je lui dis, M. Rocher... Vous ne la faites pas à son insu, là. Non. Et puis, il me donne accès à ses archives, mais il ne contrôle pas l'accès aux archives en disant, montrez-moi les documents avant. Lui, il a lu ce qui était terminé, ce qui était... Il ne voit pas le manuscrit avant qu'il soit imprimé. Voilà. Donc, parce qu'il pourrait dire, écoutez, est-ce qu'on pourrait... Non, aucune intervention de nature à censurer. Alors, il reçoit le livre quand il est imprimé. Il ne connaît pas le titre, les photos mises en page, il voit tout ça. Alors, c'est ça le non autorisé, c'est que l'auteur se garde une certaine indépendance pour être capable, pas parce qu'on s'imagine que le personnage va mentir ou contrôler, mais parce que la mémoire peut avoir une capacité subjective de présenter, sélective les choses. Et moi, je suis allé voir... Alors, j'ai fait 53 rencontres avec lui. J'ai interviewé 50 autres personnes pour ne jamais être prisonnier de sa seule version parce que je voulais avoir plusieurs dimensions à l'histoire. Et épluchage d'archives. Ça, j'imagine, c'est la partie... Alors, il y avait 25 monastique. boîtes. Oui, c'est ça. 25 boîtes environ des archives de M. Rocher, les procès-verbaux de la commission par an, des fonds d'archives. Vous parliez du Père Lévesque. Bon, mais sa correspondance, il y avait des lettres avec M. Rocher, Léon Dion, qui est un collègue professeur. Bon, ensuite, le fonds d'archives de la JEC, il y a des documents là-dedans. Et les procès-verbaux des conseils des ministres du gouvernement Lévesque, parce que quand on parle de la loi 101, ça a discuté fort au conseil des ministres. Alors, c'est tout ça. C'est une recherche approfondie. Et quand le personnage est là, devant vous, ça, c'est l'approche journalistique, c'est que vous pouvez lui poser des questions. Puis 2 mois plus tard, vous revenez avec les mêmes questions. Après avoir lu là, vous avez accès des fois aussi à des articles. Puis là, je dis, bon, M. Rocher, et là, oui, c'est vrai, vous me dites. Et là, on spécifie, on précise, on rappelle d'autres éléments. Ce qui fait que moi, je veux proposer au lecteur une vie, ou en tout cas, un récit qui est le plus près possible de la réalité. J'essaie de m'en approcher le plus possible. C'est compliqué. Quand on fait du journalisme, on le sait que se rapprocher de la réalité, c'est pas aussi évident que ça. Mais en tout cas, moi, je pense que les gens qui vont lire ça vont pouvoir être pas mal certains que ce qu'il y a là-dedans nous rapproche de la réalité et des faits. Et vous ratissez large parce que... Puis je ne l'aborderai pas tantôt avec M. Rocher, mais il y a sa vie personnelle. Il y a eu des remous aussi, alors qu'il était extrêmement impliqué dans des comités, dans des réformes importantes. Mais vraiment, moi, entre autres, la commission parents, la plongée que vous nous offrez dans ce... C'est presque, là, je veux pas dire ça, mais c'est presque une télé-réalité d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est vraiment conscient de comment ça fonctionne, une commission. Puis je trouve que pour la vie démocratique, parce que je pense pas que ça a changé beaucoup, les commissions d'aujourd'hui, c'est encore un peu le même procédé. Là. On nomme des gens qui discutent. Bon, Sauf que là, vous aviez... La commission, elle a duré 5 ans, imaginez. Ça, c'est plus rare de moins en moins. Mais vous aviez un ministre qui était plus pressé que les commissaires, vous comprenez, qui attendait avec empressement les rapports. Et d'ailleurs, je raconte qu'au début, ça va bien, les premiers rapports, le premier ministre est très content, mais les derniers, on est en pleine campagne électorale et le SAGE ne voulait pas les recevoir. Alors, on voit bien qu'il y a des tensions politiques. D'ailleurs, il y a des gens qui vont dire qu'en 66, c'est ce qui va causer la défaite du Parti libéral. C'est le dernier dépôt du rapport parent. Et ça, vous allez voir, parce que ça fait partie aussi de la réflexion de Guy Rocher, pourquoi il n'ira jamais en politique, parce qu'on va l'aborder souvent. Il va voir comment Georges-Henri Lévesque, qui est le premier
de nos ministres de l'Éducation qui a parrainé, encouragé des grandes réformes d'éducation, des réformes structurantes pour le niveau de scolarisation de la nation québécoise, cet homme-là va être identifié comme celui qui a fait perdre le gouvernement en 66. Le sage, de façon inélégante, va dire c'est l'éducation, alors qu'il y avait bien d'autres raisons. Ça va trop vite, les gens sont bousculés. Voilà. Mais il est vrai qu'il y avait eu beaucoup de réformes. Il est vrai que les taxes et les impôts avaient augmenté pour financer tout ça. Mais là, Rocher va voir cet homme qu'il respecte beaucoup, Gérin Lajoie, être complètement exclu de sa formation politique, ignoré. Et Gérin Lajoie va tenter par la suite de revenir en politique. Il ne sera jamais capable. Alors pour lui, il voit que c'est dur la politique, il y a quelque chose d'ingrat et ça l'amène aussi à réfléchir sur est-ce que c'est vraiment ma place, ça? Parce que ça reste un intellectuel d'action, chose qu'on voit moins aussi aujourd'hui. Il y en a, mais bon, ça n'a pas complètement disparu, mais... Et vous parlez à la fin du deuxième tome d'un de nos derniers encyclopédistes. Oui, bien, moi, il y a plusieurs aspects là, qui sont inédits, puis qui ont une valeur un peu, je dirais, historique, patrimoniale. C'est le dernier membre de la commission parent encore vivant. C'est vrai. Il peut témoigner, il peut confirmer, il peut rappeler des choses. C'est un de nos derniers révolutionnaires tranquilles. Tout à fait. Parce qu'ils ont, avec l'âge, qu'est-ce que vous voulez, avec le temps qui avance. Donc, c'est un témoin de cette période qu'on a parfois tendance à mythifier, mais un personnage vivant comme Rocher peut dire... Ou à en lire, un des deux. Oui, ben c'est ça. Là. Il y a des tendances depuis les années 80 où on dit on a peut-être exagéré. Bon. Alors, Rocher est capable de vous dire, voici ce que c'était. À l'égard des femmes, on ne le dit jamais assez, le taux de scolarisation. Le cours classique, c'était pour les garçons. Ça a été une mission de la commission parents, d'accroître la scolarité des femmes. Le taux de scolarisation a augmenté, c'est en grande partie en raison de l'adhésion des femmes là-dessus. Et Rocher encore aujourd'hui, capable de témoigner de ça. Alors, encyclopédiste, parce qu'il y a une vision large, une plongée, il voit l'ensemble de la scène, de l'arrière-scène, les pressions politiques. Sociologie du droit, c'est moins connu. Il va être capable de dire, attention, mesdames, messieurs, le droit peut être aussi idéologique. Alors qu'on a l'impression qu'il y a des règles très fixes, il y a une idéologie. Ça l'amène aussi à avoir une critique sur les fameuses chartes qui sont vues comme inattaquables. Il dit, attention, il y a de l'idéologie derrière. Alors, c'est intéressant. Il amène un regard large, général et approfondi. Mais malheureusement, les trois idées phares de Guy Rocher semblent aujourd'hui, malheureusement, rejetées quand même par les Québécois. Puis ça, vous l'abordez. Je ne dis pas que ça va s'arrêter là, mais l'indépendance du Québec, la laïcité de l'État et la protection de la langue française sont aujourd'hui, surtout les deux derniers, au cœur de tensions sociales entre intergénérationnelles. Voilà, c'est surtout générationnel, voyez-vous. Les jeunes générations, là, puis là, je vais être imprécis, mais disons, là, vous prenez 35 ans en baissant, ou même 40 ans en baissant, la question de la laïcité n'est pas vue de la même façon que ceux qui sont plus âgés. Bon, ben, il faut dire que les plus âgés ont vécu aussi la société ultra-catholique, ou en tout cas... Tu sais, moi, j'ai 50 ans, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai quand même fait le Notre Père... debout à la gauche de mon pupitre et vos parents secondaire 2. Vous ont raconté. Moi, mes parents, moi, je n'ai pas connu l'ultracatholicisme, mais mes parents m'ont raconté la mainmise du curé et tout ça. Donc, pour moi, c'est direct. Alors, il y a ça. Mais vous savez, quand vous avez un homme qui est presque un centenaire, dans 3 ans, il aura 100 ans, inévitablement, vous voyez les tendances, les cycles bouger. Et Rocher est capable de voir 2-3 cycles dans sa vie. Alors, mais ce que j'aime de lui, c'est qu'il demeure... vous savez, l'espèce de découragement, l'espèce de désenchantement, il n'y a pas ça, c'est Rocher. Il nous d'autres dit... l'ont eu, vous le dites dans le livre. Marcel Rioux, d'autres intellectuels sont décédés il y aurait des raisons. Oui, puis il y aurait des raisons pour des indépendantistes aujourd'hui à être très tristes. Tout à fait. Alors, il est angoissé, il s'inquiète du Québec, il s'inquiète de son avenir, il est toujours un indépendantiste, il s'inquiète de la situation de la langue française, mais il croit que les générations seront capables de faire face à ces défis-là. Parce que pour lui, la sociologie, la société, c'est complexe. Et dans la complexité, il y a plusieurs possibilités. Alors, il va toujours nous amener... Il n'est pas décourageant, Guy Rocher. Et ça, c'est... pour le biographe que j'ai été, les 53 rencontres que j'ai eues avec lui ont toujours été inspirantes, mais il n'y a pas de naïveté non plus chez Rocher. Il voit bien les difficultés, mais il dit... Allons. Puis la preuve en est que lui a pu participer à des grandes réformes. Mais justement... Pierre Duchesne, merci d'être là. On va aller le rejoindre, M. Rocher, on va aller parler avec lui. Merci. Alors, c'est avec un
un immense plaisir et je dirais un très grand honneur que je rejoins M. Guy Rocher. Bonjour, M. Rocher. Bonjour, M. Sabah. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à la balado. J'ai évidemment dévoré les 2 tomes de la biographie de Pierre Duchesne. Et évidemment, avec Pierre, on va... moi, j'ai envie de revenir sur certains aspects de votre vie, évidemment, de votre parcours. Puis je trouve ça d'autant plus intéressant qu'en début de saison, on a parlé longuement avec un jeune auteur, Jules Racine Saint-Jacques, de Georges-Henri Lévesque. Vous l'avez connu, mais on va commencer plus tôt parce qu'on a aussi parlé des cours classiques. Et je sais que le cours classique, ça a été fondamental dans votre, je dirais, un déclencheur intellectuel, entre autres, dans votre parcours. Certainement, oui, certainement. C'est 8 années d'études à un moment de la vie où, comme l'adolescence l'est. Ça a été pour moi des années marquantes. À la fois les études que je faisais et les professeurs, oui, les hommes qui m'ont entouré, qui m'ont influencé. Oui. Oui. Et ce qui est drôle en lisant, évidemment, les 2 tomes, c'est que vous êtes aussi celui qui a mis fin au cours classique, mais ça, on va en parler un peu plus tard avec la commission Parent. Mais votre père, lui, qui était ingénieur, voulait pas que vous fréquentiez le cours classique. Il trouvait que c'est une formation qui était incomplète. Oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Je ne sais pas comment j'aurais vécu ma relation avec mon père s'il avait vécu... Ouais. Ben oui, parce que, bon, il avait là-dessus des opinions qui, me semblent, étaient assez arrêtées, d'après mes souvenirs de jeunesse, ouais, en tout cas. Oui. Et il y a Georges Leroux qui disait, et ça, c'est dans le livre c'est Pierre Duchesne qui l'écrit dans le livre, lui, il disait qu'avec une formation classique, on était plus proche d'un prince de la Renaissance que de ses propres enfants, qui, eux, avaient probablement fréquenté l'école publique. Est-ce que vous aviez quand même ce sentiment-là de décalage? Je ne pense pas que j'ai eu cette réaction. Je ne pense pas. À cette époque, et ça c'est fascinant quand on lit le premier tome, vous avez assisté avec le père Plot, qui je crois était extrêmement important, quand vous parliez de professeurs qui ont été importants dans votre parcours, qui vous a amené entendre Henri Bourassa. Oui, c'est vrai. C'est incroyable, ça. Oui, surtout que nous étions dans un pensionnat très, très fermé, le Collège de l'Assomption. Donc, en dehors de Montréal, à part ça. Oui. Mais c'est l'influence précisément d'un professeur qui s'appelait l'abbé Blaise-Émile Plot, oui, qui était un nationaliste. C'était le plus nationaliste de nos professeurs et un homme qui lisait beaucoup, qui avait un bureau rempli de papiers partout. Et c'est lui qui nous avait proposé de l'accompagner un soir pour aller entendre Bourassa, qui donnait un grand discours au plateau. Ouais. Il y avait les 2 grandes soirées Bourassa. Oui, c'était extraordinaire. Totalement. En 1941, et M. Bourassa est dans on pourrait dire, dans sa période nationalisme très conservateur, corporatiste également, une idée qui était en vogue à l'époque, le corporatisme. Oui, certainement. Bon, mais je dois dire que nous étions mis en garde. Hein. L'abbé Plot nous avait dit, vous savez, on va entendre un grand homme, mais c'est pas nécessairement toutes ces idées qu'il faut accepter. Non. Comme il pouvait nous dire la même chose de l'abbé Groux, qu'il connaissait personnellement aussi. C'était un homme qui avait son esprit critique et qui nous aidait à garder nos distances. Pierre Duchesne? Mais, M. Rocher, je pense que c'est intéressant aussi de rappeler que cette époque-là, vous développez un clérico-nationalisme. Hein? Je veux dire, les propos de Bourassa, quand même, malgré les avis du père, vous séduisent. Là. On parle de certains personnages politiques en Europe qui, eux, que ce soit Mussolini, Franco ou d'autres, Salazar, c'est des personnages auxquels vous avez une certaine attirance à ce moment-là. C'est certainement, oui. Oui, c'était le climat de l'époque, bien sûr, de l'avant-guerre, entre les 2 guerres. Par exemple, on nous proposait comme lecture Louis Veillot. Aujourd'hui, ça ne dit plus grand-chose à personne, mais Louis Veillot, c'était le grand catholique de droite à l'époque en France, de solide conservatisme. Et c'était ce qu'on nous proposait. Remarquez qu'il y avait à côté de ça
des professeurs un professeur en particulier qui m'a fait lire Gide, qui me faisait lire Péguy, qui me faisait lire Claudel, donc il me faisait lire les auteurs qui, à l'époque, étaient tout jeunes, qui étaient nouveaux. Enfin, et qui étaient à l'index. Pardon? Et qui étaient à l'index. Et qui étaient donc, oui, donc on avait des courants variés dans ce même collège. Ce n'était pas unidirectionnel, je dirais. Mais, M. Rocher, c'est peut-être bon d'expliquer, raconter aux gens, quand vous alliez chercher des livres là, à la bibliothèque du collège, comment ça se passait? Bien, nous n'avions pas accès à la bibliothèque directement. Il y avait comme un comptoir fermé, où à certaines heures de la récréation, nous pouvions monter à cette salle, là où c'était la salle d'études. Et là, il y avait un prêtre qui nous accueillait, puis on demandait un livre. Parfois, on disait, je veux lire quelque chose de précis. S'il l'avait, il allait le chercher. Sinon, c'est lui-même qui nous proposait quelque chose. Donc, c'était une bibliothèque très, je dirais, modeste et même contrôlée. Ouais. Je veux qu'on parle également d'un mouvement qui a été très important et qui aujourd'hui, avec la distance, on a peut-être la difficulté à s'imaginer l'importance que ça a eu. C'est les jeunesses étudiantes catholiques, parce que ça aussi, ça va être un déclencheur intellectuel qui va être très important pour vous, et aussi un milieu intellectuel où les rencontres vont vous suivre toute votre vie pour toutes sortes. On va y revenir plus tard, mais vous allez rencontrer des gens qui vont être importants beaucoup plus tard dans votre vie également. Oui, assurément. C'est pendant que j'étais collégien, que j'ai connu Gérard Pelletier, qui à ce moment-là était un dirigeant de ce qui s'appelait la Jeunesse étudiante catholique, la JEC. Et la JEC était, à l'époque, le principal mouvement étudiant. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence, il n'y avait pas beaucoup d'autres mouvements importants. Peut-être la CGC, mais la CGC n'était pas très active. Et donc, la JEC était le principal mouvement de jeunes qui était très répandu dans les écoles primaires, secondaires et les collèges classiques. Surtout les collèges classiques, beaucoup aussi. Oui. Et la JSC était pour nous un déclencheur intellectuel parce que ça nous faisait réfléchir, mais aussi c'était un déclencheur social, ça nous faisait réfléchir à notre milieu social. La JSC aussi nous faisait réfléchir à l'Église catholique parce que c'était un mouvement catholique, mais en même temps un mouvement qui prenait ses distances à l'endroit du dogmatisme et du cléricalisme de l'époque. Hein. Et c'est grâce à Gérard Pelletier, grâce à l'Action catholique et grâce à ce mouvement que je suis sorti de ma coquille. Si vous voulez, je suis sorti de mon petit moi pour m'intéresser à mon milieu. C'était le début de ma prise en conscience que j'avais des responsabilités sociales et intellectuelles. Oui. Et l'idée, il faut comprendre que c'est un mouvement qui est, qui est mondial, occidental. C'est organisé par le Vatican, entre autres. Si je comprends bien, c'est bien ça? Non, le Vatican n'avait rien à voir. En réalité, le Vatican était même un peu méfiant. Ah ouais. Parce que on se méfiait de notre pseudo-anticléricalisme, en tout cas de notre critique du clergé, vous voyez. Ouais. Donc, non, c'était un mouvement qui a commencé en Belgique, en réalité. Okay. Et qui a commencé dans le milieu ouvrier, parce que la JEC a été, en quelque sorte, copiée sur la JOC. Parce que le premier grand mouvement de l'Action catholique, c'était la jeunesse ouvrière catholique, la jeunesse ouvrière catholique qui s'est installée dans les usines pour aider les jeunes chrétiens, les jeunes catholiques, à développer une pensée sociale qui était, disons, concurrente de la pensée communiste, au fond. Oui, c'est ça. C'est qu'on voulait que les jeunes restent dans le giron chrétien et ne soient pas enrôlés dans le communisme, qui était très à la mode à l'époque. Oui, c'est ça. Le communisme était fort en Europe, dans le milieu ouvrier, bien sûr. Et donc, le premier grand mouvement d'Action catholique, c'est celui-là de JOC, qui est parti en Belgique, qui s'est développé beaucoup après ça en France, en Italie,
et qui est venu ici en Amérique aussi. Et donc la JEC était, si vous voulez, le compagnon, le mouvement compagnon de la JOC. Ben, en fait, M. Rochet, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement le Vatican, la haute autorité, s'est dit, compte tenu de la montée du communisme et de l'idéologie, on va permettre une forme d'aile composée de jeunes, peut-être un peu plus progressistes, à l'intérieur de notre institution plutôt que de les avoir à l'extérieur? Oui, dans ce sens-là. Et vous savez, l'Action catholique ne dépendait pas vraiment beaucoup du Vatican, mais elle dépendait des évêques. Parce qu'en réalité, c'était chaque évêque qui décidait si l'Action catholique était admissible ou admise dans son diocèse. Donc, c'était beaucoup plus l'autorité de l'évêque qui comptait. Et donc, il y avait des évêques plus sympathiques à l'Action catholique, d'autres plus résistants. C'est dans les JEC que vous allez entre autres rencontrer Fernand Dumont, Daniel Johnson, père, qui va devenir premier ministre, Marc Lalonde, qui va jouer un rôle un peu plus funeste en 1970, Claude Ryan, Alfred Rouleau, et c'est un mouvement qui va vous faire voyager aussi. Vous allez, entre autres, aller dans les pays de l'Est. Oui, c'était notre milieu, justement. C'était notre génération. Hein, pour tous ces jeunes-là, y compris un certain nombre de femmes comme, disons, Jeanne Sauvé, qui a joué un rôle politique important par la suite, et d'autres femmes, l'Action catholique a été comme le milieu qui a cristallisé nos rencontres, hein, qui a fait qu'on s'est connus et qu'on a partagé les mêmes convictions et puis les mêmes on est engagés dans les mêmes actions. Vous allez, dans un de ces voyages-là, rencontrer Emmanuel Mounier. Oui. Rencontre, j'imagine, fondateur de la revue Esprit. Moi, j'ai fait une formation en philosophie. On en a parlé un petit peu d'Emmanuel Mounier. Et j'avoue, en lisant ça, je me vous enviais un peu de rencontrer un des grands esprits du 20e siècle. Qu'est-ce que vous en est resté? Parce que vous n'êtes pas encore aiguillé vers la sociologie à l'époque quand vous rencontrez M. Mounier. Non, j'étais encore tout jeune, j'avais 22 ans, j'étais le président de la JEC canadienne. Oui. Donc, c'est à ce titre que j'ai pu aller en Europe à ce moment-là, en 1946, tout de suite après la guerre. Et, évidemment, j'avais lu un peu la revue Esprit. Oui. Et la revue Esprit circulait à Montréal, hein, dans nos mouvements, parce que il y avait là une nouvelle pensée qui était à la fois personnaliste, c'est-à-dire à la fois tenant compte de la personne et de la personne dans la société, dans les solidarités. Ça nous interpellait. Ouais. Et étant à Paris, pour un certain temps, j'ai eu l'idée d'aller frapper à la porte de Manuel Mounier qui m'a tout de suite reçu. Et non seulement lui, parce que j'ai eu la chance d'avoir une longue conversation avec lui, et puis aussi de participer à des rencontres de la revue Esprit, de faire partie d'équipe de la revue Esprit. Donc, c'était pour un garçon de 22 ans qui arrivait du collège classique de l'Assomption, vous savez, c'est incroyable. C'était incroyable. Il fallait, j'ai pas mal de front peut-être, là, mais j'en avais pour une certaine, avec ma naïveté, me présenter comme ça. Mais vous en aviez du front, M. Rochet, parce que je me souviens que dans les mémoires de Gérard Pelletier, il dit « Rochet était plus chanceux que moi, j'ai pas pu le voir, j'étais un peu gêné, j'osais pas faire les démarches, mais Rochet, lui, l'avait fait. » Oui, c'est vrai. Je fonçais à ce moment-là. C'est très vrai. Bon, et là, l'année suivante, 1947, rencontre importante avec Georges-Henri Lévesque. Oui. Qui est en pleine crise des coopératives, de la confessionnalité des coopératives. Et c'est lui qui va être une sorte de figure, est-ce qu'on peut dire une figure paternelle? Il va vous aiguiller vers la sociologie et vous allez développer une relation qui va vraiment être importante dans votre vie.
Oui, voyez-vous, après mes études classiques, bon, j'ai hésité dans ma vie. Est-ce que je deviens prêtre? Je deviens curé? Est-ce que je deviens avocat? Qu'est-ce que je suis journaliste? Je ne savais pas trop. Je ne savais pas trop. Hein. Et donc, j'ai milité précisément en plein temps dans l'Action catholique et je cherchais les études que je pouvais faire. Et de plus en plus, ma tendance était d'aller vers les études de sciences sociales. Ouais. Je me disais, bon, je ne veux pas être un psychologue, je ne veux pas être avocat, je ne veux pas être médecin, je n'aime pas le sang. Alors donc, donc vers quoi? Et finalement, un jour, j'ai entendu parler du Père Lévesque. D'ailleurs, on entendait beaucoup parler de lui à ce moment-là parce qu'il y avait la grande querelle, comme vous venez de dire, sur de la confessionnalité des coopératives. Aujourd'hui, ça paraît un peu incroyable de penser ça, mais c'était toute une histoire, ça. Et le Père Lévesque, donc, qui proposait la neutralité religieuse des coopératives en disant qu'elles devaient être ouvertes non seulement à des catholiques, mais à des non-catholiques également. Et alors, donc, je me rends à Québec et puis je rencontre le Père Lévesque qui me parle de la faculté des sciences sociales. J'ai compris à ce moment-là que oui, c'était ça que je cherchais. Je le cherchais depuis plusieurs mois, je dirais. Et c'était le début bon, je me suis inscrit l'année suivante à la faculté des sciences sociales de l'Université Laval. À l'époque, on ne quittait pas Montréal pour aller à Québec. Vous savez, j'étais un peu... Encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Je fonçais, encore une fois, d'ailleurs. Et c'était le début d'une autre vie pour moi. Ben là, c'était le début. Et comme j'étais militant, je sentais le besoin d'une formation intellectuelle. Là. Je me disais, bon, il faut que je fasse des études universitaires pour mieux orienter mon action sociale. Et donc, j'ai fait ces études. Mais et donc, le Père Lévesque est devenu un personnage très important dans ma vie. Il est resté jusqu'à sa mort. Hein. J'ai eu avec lui une relation intellectuelle et spirituelle, je dirais, intense, certainement. Et à cette époque, vous découvrez Talcott Parsons. Oui. Non, mais je trouve ça intéressant parce que c'est un nom qui est peut-être moins dans l'actualité. La sociologie étant ce qu'elle est, elle a changé avec les années. Et bon, on est rendu ailleurs. On pourra peut-être en parler un peu plus tard. Mais c'est un professeur, c'est un sociologue, c'est un penseur, c'est quelqu'un qui est important. Vous allez même faire votre maîtrise sur lui, si ma mémoire est bonne. Oui. Je le découvre par hasard dans la petite bibliothèque que nous avions à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Je découvre un ouvrage de lui qui m'impressionne beaucoup. Et finalement, quand j'ai terminé mes 3 années à l'Université Laval, je me suis orienté vers Harvard, où il enseignait. C'est à cause de Parsons que je suis allé à Harvard. Et à ce moment-là, d'ailleurs, remarquez, aller à Harvard, c'était déjà extraordinaire pour un Québécois, bien sûr. Il y en avait eu d'autres avant moi, mais c'est une période de l'après-guerre où les jeunes professeurs, les futurs professeurs de l'université, ont commencé à aller beaucoup aux États-Unis dans différentes disciplines, que ce soit en médecine, en sciences et en sciences sociales aussi. Mais bon, évidemment, Parsons était à ce moment-là très connu dans la sociologie. Il était un théoricien important. Il avait écrit beaucoup et il était un des principaux professeurs de Harvard, en tout cas. Et qui va diriger votre doctorat. Et c'est mon doctorat, c'est ça. Oui, justement. Oui. Est-ce qu'il est juste, M. Rocher, de dire que finalement, ça n'a pas été si évident pour vous de passer de l'action, la GEC, c'était de l'action, d'ailleurs, on parlait d'action catholique, à la construction de concepts, parce que ce qui vous avait intéressé chez Parsons, c'était le mot « action » dans son ouvrage. Est-ce que c'est pas juste de dire que pour vous, il y a eu comme une forme d'ajustement, un apprentissage nouveau?
Oui, beaucoup, certainement. Parce que, bon, évidemment, mes 3 années de sciences sociales à l'Université Laval ont commencé à me réorienter parce que quand j'y arrivais, j'y arrivais comme jeune militant, hein, mais progressivement, j'ai pris beaucoup de goût aux études et progressivement aussi, le père Lévesque m'a fait comprendre que si ça m'intéressait, il y avait devant moi une carrière en enseignement universitaire. Ce à quoi je n'avais jamais pensé. Ah, oui. Et c'est le père Lévesque qui m'a fait penser que oui, je pouvais faire cela, enseigner la sociologie, devenir un des premiers professeurs à enseigner la sociologie. Et pour cela, ben, il fallait que j'aille me perfectionner aux États-Unis. Et évidemment, les 2 années à Harvard ont été pour moi fondamentales parce que c'est là que j'ai connu une grande université. Oui. À cette époque-là, nos universités, l'Université de Montréal, l'Université Laval, étaient de bien petites universités. Vraiment. Et là, j'arrive à Harvard avec une grande université, avec une grande bibliothèque, avec des professeurs qui avaient de l'expérience, qui étaient des chercheurs, qui étaient connus. Je me suis dit, là, voilà ce que c'est que la vie universitaire, et je me suis donné un peu comme mission de contribuer à ce que nos universités québécoises grandissent, se développent un peu comme le modèle de Harvard, pour moi. Et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que Harvard, ben, vous découvrez une vie intellectuelle où la religion n'est pas prédominante oui, ou c'est ça, là, c'est autre chose. Là. C'est autre chose, vous avez raison, parce que au Québec, j'avais vécu 8 ans dans un collège classique bien catholique. Et l'Université Laval était catholique, bien sûr. Ouais. Et donc, arrivant à Harvard, c'était un tout autre milieu. On ne peut pas dire qu'il était athée. C'était un milieu, je dirais, laïque. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Où on pouvait remettre en question les croyances religieuses, etc. Oui. Alors, donc, à ce point de vue-là, pour le Québécois catholique, il y avait un choc spirituel. Il faut quand même rappeler, puis on l'apprend dans le livre Pierre Duchesne, en 1952, un professeur à l'Université de Laval, entre autres, doit prononcer le serment antimoderniste. Les profs doivent s'engager à n'adhérer ni au marxisme, ni au transformisme de Lamarck, qui était une théorie jugée hérétique et qui précède le darwinisme quand même. En 1952, là, on n'est pas en 1890. Là. En effet, oui. Ben, c'était la fin, heureusement. Oui. C'est plus près. Oui. Mais en effet, quand je suis arrivé en 1952, ça se faisait encore à l'Université Laval, ça se faisait encore à l'Université de Montréal. Bon, c'était le recteur de l'université qui lisait ce serment antimoderniste. Oui. Qui venait, si je ne pense, qui venait du pape Pie X, je pense. Là, on va faire un saut dans le temps de 10 ans. On va se transporter en 1961 parce que là, vous recevez un appel important de Paul Gérin-Lajoie que vous avez rencontré à Prague dans les jeunesses étudiantes catholiques. C'est la Révolution tranquille qui est en marche, là, qui est au tout début, on est en 1961, et M. Gérin-Lajoie vous appelle pour vous confier un mandat important. Oui, bien, en 1961, tout le monde attendait la création de cette commission d'enquête sur l'éducation qui avait été promise par... qui faisait partie du programme électoral du Parti libéral. Alors, bon, une fois élu, on disait, bon, le Parti libéral est au pouvoir, il va bien créer cette commission d'enquête et ça semblait tarder un peu. Ouais. Jusqu'à ce que, justement, j'étais à mon bureau d'université où je reçois un appel de Paul Gérin-Lajoie qui me propose de faire partie de cette commission d'enquête sur l'éducation. Ouais. Je l'ai refusé. J'ai refusé parce que je trouvais que je n'avais pas le temps. Je venais d'arriver à l'Université de Montréal. J'avais quitté l'Université Laval pour venir à l'Université de Montréal. Je trouvais que je ne devais pas faire ce coup-là à l'Université de Montréal, de repartir comme ça. Mais bon, c'est finalement l'Université de Montréal elle-même qui m'a imposé d'accepter l'invitation de Paul Gérin-Lajoie.
Mais vous sentiez pas qu'il y avait quelque chose là? Parce qu'évidemment, nous, avec les années, on sait l'importance qu'a eu la commission Parent. Mais à l'époque, j'imagine que vous ne savez pas exactement si cette commission va accoucher de réformes majeures ou non. Parlez-nous un peu peut-être d'Alphonse-Marie Parent, parce que c'est un membre du clergé. On est encore dans un entre-deux quand même. Là. Les membres de la commission ne sont pas tous laïcs. Non, justement, vous avez raison. Vous savez, en 1961, on ne pouvait pas imaginer ce que ça allait être, finalement, cette commission, l'influence qu'elle allait avoir. Bon, bien sûr, on avait des commissions d'enquête, une parmi les autres. Hein, encore une autre commission d'enquête. Bon, voilà. Et est-ce que je devais consacrer 3-4 années à cette commission d'enquête, moi, qui n'était pas un spécialiste de l'éducation comme tel. Hein, je trouvais qu'il fallait que j'apprenne beaucoup de choses et puis j'étais engagé dans toute autre chose à l'université. Et donc, c'est après coup qu'on peut voir la grande influence que cette commission a eue finalement. Grâce au travail qu'elle a fait, grâce aussi à l'entourage, parce qu'il y avait vraiment dans la société québécoise un désir de changement. Hein. Le désir de changement était porté par différents groupes, différentes personnes, et donc la commission a pu faire des propositions qui pouvaient paraître à l'époque assez radicales, comme de proposer la création d'un ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, ça paraît bien petit, mais en 1963, ça créait beaucoup de poussière. Hein? Puis aussi, Pierre Duchesne, vous le rappelez dans le livre, là, évidemment, on survole les grands moments parce que la carrière de M. Rocher est tellement riche qu'on ne peut pas approfondir, mais dans le livre, on rentre vraiment dans la commission Parent, dans les délibérations, dans les jeux de coulisses, dans les jeux d'influence aussi, M. Rocher, parce qu'il faut convaincre les autres. Moi, j'ai découvert des personnages comme Mme Jeanne Lapointe, qui est très à gauche à l'époque, qui contrebalance avec un Gérard Pelletier qui est peut-être un peu plus conservateur, qui veut garder les collèges classiques. C'est vraiment un jeu d'équilibre de tout instant. Oui. Pierre Duchesne, dans la première partie, les premiers chapitres du tome 2, rapporte bien le climat de travail dans lequel nous étions à la commission Parent. Les tensions à l'intérieur de la commission, les différentes orientations et les négociations que nous devions faire. Parce que, Pierre Duchesne a eu accès aux procès-verbaux de nos délibérations. Cette commission, elle a duré presque 5 ans. Hein, donc, et elle a duré 5 ans, pas parce que nous nous traînions les pieds, je peux dire nous travaillions beaucoup. C'était 5 années de ma vie, parce que je continuais à être professeur à l'université, comme tous les autres membres de la commission. Nous n'étions pas là à temps plein. Hein. Et M. Rocher, il faut dire, nous avions des réunions fréquentes, nous avons voyagé, et puis nous avons pris la décision d'écrire nous-mêmes le rapport. Nous n'avons pas eu de rédacteur. C'était une importante décision que nous avons prise à un moment donné. Donc, on s'est donné beaucoup de travail. Et heureusement, il y avait là Jeanne Lapointe qui a écrit beaucoup, une bonne partie du rapport. C'est elle qui l'a écrit. Pierre Duchesne? Oui, non, je voulais simplement dire pour que les gens comprennent, M. Rocher, vous aviez jusqu'à 3 rencontres par semaine. Une semaine à Québec, une semaine à Montréal. Donc, c'était pas du temps plein, mais ça l'était presque, là. C'était du demi-temps, certainement. Oui. Et entre-temps, on nous inondait de lectures à faire. Et puis, quand on se réunissait, il fallait avoir préparé des textes, il fallait avoir écrit, il fallait avoir lu. On n'arrivait pas là les mains vides. Donc, je dois dire que les soirées souvent était longue. Et dans le livre de Pierre Duchesne, on se rend compte aussi que chaque dépôt, il y a eu 5 rapports déposés?
À peu près? Il y a eu 5 volumes, trois tranches. Trois tranches. C'était déposé en 3 tranches. Et à chaque fois, à chaque dépôt, il y a des répercussions politiques parce qu'évidemment, il y a des tensions au sein même de la commission, mais à un niveau plus élevé. Évidemment, Paul Gérin-Lajoie, lui, il veut que la réforme de l'éducation aille rapidement. Jean Lesage se sent bousculé. Fait qu'il y a des tractations politiques. Et on découvre un René Lévesque qui, pour la nationalisation de l'hydroélectricité, un peu plus pressé que pour la réforme du système d'éducation. Est-ce que je me trompe? Oui. Mais oui, ça. Mais oui. Là, nous ne connaissions pas les tractations qui se faisaient entre les ministres parce que nous nous tenions en dehors de cela parce que s'il avait fallu être pris dans ça, on n'aurait pas eu le temps de ça, on aurait mis 10 ans à faire notre rapport. Mais ça, M. Rocher, c'est Georges, le ministre Gérin-Lajoie qui en a parlé dans ses mémoires. Exactement, et j'ai réussi à l'interviewer, environ 1 an et demi avant son décès. Et je suis revenu là-dessus, justement, pour voir comment... Et ce que M. Rocher raconte est juste, c'est l'intérêt de la biographie, c'est que lui vit avec ses commissaires, les discussions, mais il y a une agitation politique. Oui. Alors, avec Gérin-Lajoie, on peut voir que le ministre lui-même doit défendre l'ensemble des mesures qui l'appuient venant de la commission Parent et qu'un personnage très fort et connu historiquement comme Lévesque, lui est plus hésitant. Et Gérin-Lajoie me disait même, il dit, à la fin du Conseil des ministres, il est venu me voir un peu penaud, puis il dit, écoute, je m'en vais en vacances, mais je vais te préparer, on va faire une petite émission, là, comme on l'a fait pour la nationalisation. Et Gérin-Lajoie dit, j'ai plus rien entendu parler ensuite. Alors, il dit, j'en garde un peu d'amertume. Oui, parce qu'il faut comprendre que la société civile n'est pas rendu à la même place que Paul Gérin-Lajoie. Et les gens sont encore très religieux. Le cardinal Léger aussi. Le clergé ne veut pas, entre autres, que les cours... On se demande qu'est-ce qui va devenir du cours classique, parce que là, il y a dans les tranches de chaque rapport, il y a des nouvelles propositions qui s'ajoutent, les polyvalentes, le réseau collégial. C'est quand même une grosse réforme qui a bousculé beaucoup de gens. Oui. Et le cardinal Léger n'était pas le plus conservateur. Hein. Il y avait d'autres évêques aussi pas mal plus conservateurs que Monsieur Léger. Heureusement qu'il y avait le cardinal Roy aussi de Québec qui avait l'esprit assez ouvert. Et heureusement aussi que Monsieur Parent pouvait exercer une influence auprès des évêques, une influence, disons, indirecte, mais les évêques ne pouvaient pas oublier que la commission avait été présidée par M. Parent. Oui, ça, c'était habile de mettre ça jouait certainement. Alors, il était notre bouclier, M. Parent. Mais M. Rocher, ce que je trouvais intéressant en vous écoutant, en voyant votre vie, c'est qu'on réalise qu'au sein de l'Église, qui est une institution, alors que plusieurs ont l'impression que c'est homogène, que tout le monde tire du même côté, a la même doctrine, il y a des tendances, comme dans toute organisation influente. C'est pas monolithique. Et vous les voyez, vous, ces tendances-là, par des individus, par le mouvement de la JEC. Il y a des progressistes, il y a des ultra-conservateurs, il y a des gens qui sont des médiateurs. Oui. L'Église catholique québécoise, elle avait, comme vous venez de le dire, elle avait tout ça. Hein. Il y avait peut-être une majorité qui était assez conservatrice, mais il y avait des mouvements de pensée beaucoup plus ouverts. C'est pas pour rien que la JEC, par exemple, a pu s'installer dans toutes les écoles et dans les collèges. C'est parce qu'il y avait dans chaque école ou dans chaque collège un religieux ou une religieuse qui avait l'esprit ouvert et qui acceptait de travailler avec les jeunes de la JEC. Hein? Parce que les gens, on travaillait toujours avec un frère enseignant ou une religieuse ou un prêtre dans la JEC. Et donc, ça voulait dire que ces hommes et ces femmes avec qui nous travaillons avaient déjà une ouverture d'esprit. Il y en a qui sont devenus ouverts grâce à la
l'affection catholique, parmi ces religieux-là, bien sûr, mais qui nous accompagnaient. Donc, il y avait ça, et puis, il y avait des débats à l'intérieur de l'Église, hein, quand même, entre différentes tendances, oui, certainement. Et il y avait des mouvements de pensée qui venaient d'Europe en particulier, mais qui agitait une partie de jeunes intellectuels, surtout. Oui. On va faire un autre saut dans le temps parce que le temps file. Après le dépôt la dernière tranche du rapport parent, vous retournez enseigner, vous allez prendre une pause, vous allez prendre une sabbatique pour aller en Californie à la fin des années 60, 68, voilà, à Berkeley, où ça brasse. En fait, le monde occidental, je dirais le monde entier, est en ébullition pour aller terminer la rédaction d'un projet qui vous est cher, que vous avez débuté plusieurs années auparavant, une introduction à la sociologie générale. C'est-à-dire le cours que vous donniez, vous en avez fait un manuel, chose qui n'existait pas, et que vous terminez la rédaction en Californie. Oui, parce qu'après la commission parents, quand la commission était terminée, pendant 2 ans, j'ai donné beaucoup de conférences pour expliquer le rapport parent. Oui. J'étais un peu le porte-parole, le conférencier de fortune là, qui devait faire ça. Là. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé que je mettais fin à cela. Je revenais à ma vie universitaire. Et pour revenir à ma vie universitaire, il fallait que je m'éloigne de Montréal et que je me retrouve dans une autre université à l'état libre. Et donc, j'ai obtenu un congé de l'Université de Montréal, ce qui m'a beaucoup aidé. Et là, avec ma famille, nous sommes partis pour la Floride. Et j'ai pu, pendant cette année sabbatique là-bas à Berkeley, malgré tout ce qui se passait sur le campus à l'époque, j'ai pu travailler chez moi, j'ai pu travailler aussi à l'université, dans les bibliothèques. Et là, je terminais l'introduction à la sociologie, terminé le tome 3, justement, de l'introduction à la sociologie. Qui va être publié en 69, qui va devenir un best-seller en sociologie, qui va être considéré comme le manuel d'initiation, le meilleur manuel d'initiation à la sociologie en langue française, réédité plusieurs fois par la suite et qui va se vendre à 125 000 exemplaires. Quand même, je pense que c'est important de le souligner. Puis vous dites conférencier de fortune. J'ai l'impression que vous êtes très modeste parce que, évidemment, quand on lit la biographie de Pierre Duchesne, on se rend compte que vous avez été marquant comme professeur par votre approche pédagogique, et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que vous êtes devenu le porteur du rapport parent, cette grande qualité de pouvoir expliquer des choses complexes à des gens avec une approche pédagogique et en respectant l'intelligence des gens. En tout cas, moi, c'est ce qui me reste à la lecture des 2 tomes de la biographie de M. Duchesne. Oui. Ben, vous savez, oui, je pense que vous avez un certain don naturel pour expliquer. C'est comme ça que je suis entré dans l'enseignement parce que je pense que vous avez ce don d'expliquer clairement les choses. Quand j'ai commencé à enseigner, je remarquais que les étudiants m'écoutaient beaucoup, qu'ils appréciaient mes cours, ils me le disaient. Et puis, évidemment, l'introduction à la sociologie générale, son succès, c'est en grande partie dû au fait que dans ces années-là, j'ai pu utiliser la sociologie française, la sociologie allemande, la sociologie américaine et faire une sorte de synthèse personnelle, une sorte de synthèse des différents courants, qui marquaient la sociologie à l'époque, et donc de faire cette synthèse qui n'existait pas. Et les Européens voyaient la sociologie en Europe, les Américains aux États-Unis, et moi, ma position de Québécois m'a permis d'être justement à l'écoute de ces différentes
ces différentes sources. Et c'est ce qui a fait le succès de cette introduction, parce que il n'y avait rien de tel quand je l'ai publié. Et je dois dire que, bon, je ne me rendais pas tout à fait compte du succès que ça allait avoir. Moi, je l'ai écrit pour mes étudiants, en réalité, mais son succès est arrivé lorsque cette introduction s'est répandue beaucoup en France, elle était traduite de la France, en Afrique, en Afrique francophone. J'ai beaucoup d'anciens étudiants en Afrique francophone. Oui. Bon, là, on est en 68. 2 ans plus tard, vous revenez, et là, c'est un choc. C'est la crise d'octobre qui va être marquante pour vous, pour l'intellectuel, qui va devenir, j'ai l'impression, à ce moment-là, un intellectuel plus d'action, parce que vous allez être choqué de ce qui va arriver au Québec, entre autres, avec comment les politiciens ont récupéré, et au provincial et au fédéral, cette crise politique qu'a été la crise d'octobre. Oui, quand je suis revenu de Berkeley, j'avais le sentiment de revenir enfin tranquillement dans ma vie universitaire. Mais je me suis rendu compte que le climat du Québec était bouillonnant là aussi, chez les étudiants bien sûr, mais aussi il y a eu cette crise politique, le FLQ et tout ce qui se passait à ce moment-là. Et j'ai été très choqué par la réaction du gouvernement canadien, de mes amis qui étaient là. C'est ça qui est fou. C'est Gérard Pelletier, c'est Marc Lalonde, c'est Pierre-Éliott Trudeau que vous aviez connu plus jeune. Oui, Jean Marchand, que je respectais beaucoup. Oui, les 3 Colombes. C'était les Colombes, c'était mes amis. Mais là, il y avait tout à coup un immense abîme entre nous. Je n'acceptais pas la manière dont ils réagissaient. Je n'étais pas le seul. Bon, j'ai participé à des écrits qui ont choqué à ce moment-là mes amis, justement. La fameuse déclaration, les 16 signataires qui demandaient au gouvernement de négocier et de ne pas braquer, en fait, la situation encore plus. Et ça, ça a été mal interprété, entre autres, par le gouvernement fédéral. Oui, justement. Et ce que nous espérions, c'était d'éviter que le fédéral s'en mêle. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au contraire, ils s'en est mêlé beaucoup. Oui. Et donc, j'ai été pris dans un tourbillon d'action. Ça, c'est à ce moment-là, bien sûr. Parce que le vieux militant chez moi s'est réveillé. Et vous découvrez d'autres choses aussi, parce que, bon, à l'époque, vous êtes, est-ce qu'on peut dire un fédéraliste mou? Oui. Mou? Et là, vous découvrez l'animosité du Canada anglais envers le Québec. Oui, c'était ce qui m'a fait finalement passer du fédéralisme à l'indépendantisme, en particulier. En tout cas, remarquez, je pense bien que c'était déjà mûr. J'avais été en contact avec René Lévesque, avec Camille Lorrain, avant de partir pour la Californie. Donc, j'avais été présent à la fondation du mouvement de René Lévesque. Oui, mais vous n'êtes pas convaincu à l'époque, parce que dans le livre de Pierre Duchesne, et Pierre, corrigez-moi, vous êtes intellectuellement intéressé par cette idée-là, mais vous êtes encore croyant, il faut quand même le dire, vous êtes encore pratiquant, et les années 70, entre autres, c'est le socialisme, en fait, chrétien qui va peut-être vous définir politiquement plus que l'indépendance. Avant, évidemment, le PQ de 76, parce que vous allez jouer un rôle, mais à cette époque, la crise d'octobre, en tout cas, dans le livre, on ne sent pas encore Guy Rocher indépendantiste. Non, c'est très vrai. Non, c'est... Vous êtes un fédéraliste fatigué et vous trouvez ça de plus en plus fatigant de défendre la fédération, je crois. Fatigué, déçu, tout à fait. Là, on va arriver en 76, justement, parce que ça, c'est une période extraordinaire. Camille Lorrain, donc, qui était un compagnon du collège à l'Assomption, là, avant les JEC. Oui. Va vous appeler
pour vous confier un autre mandat et vous allez encore faire partie de l'histoire du Québec. Oui, parce que Camille Lorrain venait d'être nommé ministre d'État au développement culturel dans le nouveau gouvernement Lévesque à la suite de l'élection de 1976. Et il me téléphone quelques semaines après l'élection pour me dire, bon, Guy, j'ai un gros mandat, c'est de revoir la politique linguistique. Ouais. Et à cette époque-là, voyez-vous, nous vivions depuis 10 ans une crise linguistique au Québec. Ouais. On peut dire depuis Saint-Léonard, c'est-à-dire ce qui avait créé la crise linguistique, c'était le fait qu'on s'était rendu compte que les immigrants envoyaient très majoritairement tous leurs enfants dans l'école anglaise. 90%, je pense. Ouais, voilà. Donc, on s'en allait vers c'était très inquiétant, ce qui s'en venait. Et alors, donc, devant cela, il fallait agir. D'ailleurs, Bourassa avait essayé de trouver une solution. La solution de Bourassa, c'était les fameux tests linguistiques pour déterminer quels enfants avaient le droit à l'école anglaise et quels enfants n'avaient pas le droit à l'école anglaise. C'était des tests ridicules un peu. L'idée était pipée. Il y avait des ateliers qui étaient donnés pour un peu aider les gens à passer ces tests-là. Je me rappelle, dans des vieux bye-bye, on ridiculisait ces tests-là avec Dominique Michel, qui était une Italienne anglophone, puis qui balbutiait des mots de français devant un inspecteur. Je me rappelle de ça. Ben oui. Mais, voyez-vous, ça n'a pas été très populaire. Hein, et je pense que ça a contribué, d'ailleurs, à la défaite du Parti libéral. Mais encore une fois, M. Rocher puis Pierre Duchesne, vous pouvez intervenir parce que on ne pourra pas rentrer dans les détails de tout ce qui a mené à la loi 101, mais encore une fois, on voit comment il y a des tensions, il y a des jeux d'équilibre, parce que dans le cabinet de René Lévesque, dans le cabinet, dans le caucus, il y a des gens qui trouvent que cette loi-là va trop loin. Camille Lorrain, qui est un politicien habile, mais en même temps, il y a des gens qui trouvent que le timing n'est pas très bon, la loi va trop loin. Et encore une fois, on découvre un René Lévesque ambigu. Moi, j'avoue que c'est ce qui m'a frappé beaucoup dans la lecture de ce chapitre-là de votre vie. C'est encore une fois René Lévesque. Et Camille Lorrain trouvait qu'il représentait tellement bien l'ambiguïté avec un restant de colonisé du Québécois chez René Lévesque. Oui, c'était la manière que Camille Lorrain... C'est de cette manière-là que Camille Lorrain voyait René Lévesque. Tout à fait, il me l'a dit plusieurs fois. Moi, je connaissais pas beaucoup M. Lévesque avant de travailler avec Camille Lorrain. Et là, avec Camille Lorrain, j'ai compris les hésitations de M. Lévesque, les ambiguïtés. Et puis, évidemment, M. Lévesque est apporté à écouter certains ministres plus que d'autres aussi. Donc, Claude Morin? Et paraît-il Claude Morin, qui avait, paraît-il, beaucoup d'influence sur M. Lévesque. Moi, je ne savais pas trop ça, mais enfin. Mais nous savions que Claude Morin était très opposé à la loi 101. Est-ce que ça ne révèle pas chez vous, M. Rocher, le type d'acteur politique que vous aimez, c'est-à-dire Paul Gérin-Lajoie, qui ne veut pas faire beaucoup de compromis sur la vitesse pour réaliser ses réformes. Camille Lorrain, qui est un peu du même style, c'est-à-dire c'est bien beau les médiations, les sondages, les tendances. Les jeux de coulisses. Mais lui veut absolument rapidement franciser, que le système scolaire permette aux nouveaux arrivants donc d'aller être éduqués en français. Et c'est ce type d'homme-là pour qui vous avez, je crois, une grande admiration. C'est pas le calculateur que vous aimez en politique, vous. Vous avez raison. Il y a ces deux hommes-là qui, pour moi, ont été très importants politiquement. Paul Gérin-Lajoie, qui savait où il s'en allait et qui y tenait, et Camille Lorrain, qui, de la même manière, savait où il s'en allait. Oui. Et qui, tous les deux, devaient faire face à des oppositions assez fortes. Mais ce qui est fascinant, chacun à leur manière. M. Rocher, c'est qu'on se rend compte, dans le fond, que ces deux réformes-là
était fondamental pour la société québécoise et que ça allait pas de soi du tout. Et ça nous rappelle comment la politique, c'est vraiment un jeu d'influence. C'est qu'il y a des choses qui, heureusement, les deux réformes ont eu lieu, mais ils auraient pu pas avoir lieu. Donc, ça va pas de soi. Là. On a l'impression avec les années que ces deux grandes réformes-là allaient de soi, mais quand on lit le livre, pas du tout. Il y a vraiment des tensions internes. Et on va le voir avec Denis Lazure. Vous allez travailler avec Denis Lazure plus tard et ça va être un petit peu moins... disons que ça va couler moins de sources pour les grands projets. Oui. Rien ne va de soi, je dirais, en politique, comme peut-être dans d'autres choses aussi de nos vies. Mais parce que, comme on dit, ce n'est pas une rivière, la vie politique, ce n'est pas une rivière paisible, ce n'est pas une rivière tranquille, non. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça encore, puis j'ouvre une petite parenthèse, on vous a tendu plusieurs fois des perches pour faire le saut en politique. Robert Bourassa, je pense, le premier l'a fait au début des années 70. Avant ça, Pierre Duchesne, vous me faites des signes avant ça? Bien, l'évêque aurait aimé, je pense, vous avoir dès le début dans le mouvement, hein, M. Rocher? Oui. Et qui va revenir par la suite pour vous offrir encore un poste en 76. Oui, et vous êtes toujours refusé, hein? Le NPD, à plusieurs reprises aussi, va vous faire des offres. Oui, avec Clich, oui. Vous avez toujours refusé la politique. Est-ce que vous avez hésité ou ça a toujours été l'universitaire et l'intellectuel qui a tout de suite refusé? Ou est-ce que ça n'a pas assez proche que vous fassiez le saut en politique? Bien, c'est bien certain que je pense que je revenais toujours au fait que j'étais plus un universitaire qu'un homme politique comme tel. Hein. Je pouvais travailler avec un homme politique. Je savais que je pouvais être le sous-ministre d'un homme politique. Mais être l'homme politique moi-même, je pense que j'avais... Il y a quelque chose qui me manquait, je pense. Il me manquait peut-être la capacité de faire face à tous les conflits. J'avais peut-être trop de sensibilité personnelle, je pense aussi, pour affronter ce genre de vie. Et j'avais le sentiment aussi qu'on était complètement mangé par la vie politique. Je voulais garder une part à moi, en tout cas, aussi. Parce qu'on n'a pas parlé de votre vie personnelle. Dans le livre, c'est abordé. Puis quand même, déjà, votre vie intellectuelle et votre vie de fonctionnaire, de haut fonctionnaire, a eu un impact sur votre vie personnelle. Donc, la politique, ça a rapporté encore plus d'impact, sûrement. Sans doute, certainement. Oui. En 79, je veux qu'on fasse une petite parenthèse parce qu'après ça, on va revenir un peu plus vers peut-être l'époque qui nous occupe présentement. En 79, moi, je l'ignorais totalement cet aspect-là de votre vie. Vous devenez chercheur au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Puis je trouve ça intéressant parce que là, c'est l'intellectuel, encore une fois, qui reprend peut-être le devant dans votre vie. Et vous allez amener un regard sociologique sur le droit, et c'est une chose qui n'avait jamais été faite au Québec, en tout cas, avant votre arrivée. Oui, c'est juste. Peut-être que je le résume mal, là, parce que c'est quand même assez... c'est quand même un sujet... Bon, j'ai pas de formation en droit, mais et aussi, c'est que vous retournez à vos sources d'une certaine façon, parce que dans votre famille, vous avez eu des ancêtres. Votre grand-père, je pense, a étudié en droit. Oui, j'ai été entouré d'hommes de loi, je dirais, dans ma famille, des deux côtés, père et mère, maternelle et paternelle, des avocats, des notaires qui ont eu de l'influence dans ma vie et dans la vie de ma famille. Oui, tout à fait. Et j'ai fait un peu d'études de droit, justement, et c'était une possibilité pour moi de devenir avocat. Mais je revenais au droit, en effet, comme vous dites, par la sociologie, parce que je trouvais que la sociologie négligeait le droit. La sociologie telle que je la connaissais à l'époque, d'ailleurs, elle ne prend pas beaucoup de place dans mon introduction à la sociologie, le droit. Donc là, j'avais l'occasion de développer quelque chose de nouveau
avec une équipe au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Ouais. Et c'était pour moi une occasion de développer un champ nouveau et de le développer d'une manière, je pense, originale. Et je suis entré au centre de recherche pour quelques années et finalement, j'y ai passé le reste de ma carrière. En fait, plus longtemps chercheur là que professeur de sociologie. Exactement. Puis en 79, vous avez quel âge? Parce qu'il y a quand même ça aussi, c'est que vous n'êtes pas une jeunesse quand vous arrivez en 79. En tout respect, là. Ça prouve quand même cette capacité d'un éveil intellectuel à l'affût malgré l'expérience. Oui, je faisais un saut intellectuel important, ça c'est certain. Monsieur Rocher, on peut dire que c'est environ à l'âge de 55 ans que vous entreprenez cette seconde carrière. Oui. C'est pas banal. C'est à l'âge où souvent certains préparent leur retraite, mais vous êtes loin de ça. Dans la cinquantaine, tout à fait. Oui. C'est toi la retraite, là? J'ai pris ma retraite à 85 ans, donc c'était... Vous aviez des belles années devant vous. Au début de la cinquantaine, quand j'ai fait ce saut. Oui, d'ailleurs, déjà, on parlait de la retraite à 65 ans, puis moi, je me disais, mais je peux pas prendre ma retraite à 65 ans, ça n'a aucun sens, mais non. Mais d'ailleurs, bon, on reviendra pas sur les détails, mais c'est en 2010 qu'on va un peu vous forcer à la retraite, mais vous allez demeurer actif dans la vie publique. Entre autres, 2012, c'est le printemps érable et vous prenez fait et cause pour les étudiants. Vous portez même le carré rouge. Oui. En 2016, au 20e congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française de l'Université de Montréal, une association fondée en 1958, dont vous êtes un des fondateurs. Ça je fais qu'on revienne là-dessus parce que c'est intéressant, parce que ça m'a, tout au long de la lecture, ça m'a interpellé. Je voulais toujours savoir ce que le sociologue Guy Rocher pensait de l'état de la sociologie actuelle. Et là, en 2016, vous vous rendez compte que, premièrement, vos compagnons d'armes ne sont plus là et que vous découvrez une sociologie fragmentée, loin de la tradition que vous avez mise de l'avant, c'est-à-dire d'avoir ce regard plus global sur la société. Vous découvrez une sociologie vraiment très identitaire, parcellaire, je ne sais pas si on peut dire ça, puis j'imagine que c'est une sorte de choc pour vous. Oui, c'est ce que j'ai vu se produire, hein. C'est certainement parce que probablement pour se développer, c'est un peu comme une loi de la nature. Ouais, le passage obligé. Il a fallu que la sociologie se différencie, se segmente, se spécialise de plus en plus. Ouais. Et c'est ce que j'ai vu se produire en sociologie, comme dans d'autres disciplines d'ailleurs, hein, bien sûr. Donc, j'ai grandi intellectuellement dans une autre sociologie qui était beaucoup plus unifiée, même si il y avait quand même des écoles de pensée, mais on se retrouvait quand même dans une même pensée. Tandis que là, ce qu'on a vu, c'est plusieurs théories qui se sont développées et puis aussi beaucoup de champs nouveaux qui se sont multipliés. Et la sociologie, ce qui fait que peut-être les sociologues d'aujourd'hui, les sociologues qui nous ont suivis, de la génération de ceux qui ont 40-50 ans aujourd'hui, sont moins présents sur la scène publique parce qu'ils sont plus absorbés dans une spécialité et puis ils n'osent pas parler en dehors de leur spécialité. Et peut-être que c'est ça. Ils ont peut-être, malheureusement, et peut-être que c'est une transition, puis on va revenir à un regard un peu plus englobant, mais je me dis, c'est pas pour rien qu'on faisait appel à vous, que des gens comme Camille Lorrain, comme Paul Gérin-Lajoie à l'époque, il y avait vous, mais il y avait Fernand Dumont aussi, qui était un autre sociologue important. À l'époque, la sociologie avait peut-être cette qualité-là d'offrir un regard collectif, alors qu'aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, on est vraiment dans une époque extrêmement individualiste, et même au niveau universitaire et intellectuel. Oui, tout à fait. C'est une caractéristique de nos disciplines, certainement, et j'observe la même chose en psychologie, mais ça marque la sociologie, bien sûr. Écoutez, ça,
M. Rocher, ça surprendrait beaucoup les gens aujourd'hui si un ministre engageait 2 sociologues pour être les sous-ministres de son ministère. Or, c'est ce que Camille Lorrain fait en 1976. Tout à fait. Oui. Et ça surprendrait beaucoup de fonctionnaires aussi. D'ailleurs, à l'époque, dans le livre aussi, c'est mentionné, les autres ministres réagissaient mal aussi à la façon que les projets de loi ou les livres blancs étaient rédigés parce qu'on trouvait que c'était du pelletage de nuages et que c'était un peu abstrait. Oui, bien sûr. Ça pouvait donner cette image-là, certainement, parce que le gouvernement Lévesque, surtout dans la première partie du gouvernement Lévesque, s'est spécialisé justement dans les grands plans. Oui. Et ça s'est fait comme ça parce qu'il est arrivé toute une série de hauts fonctionnaires. J'étais pas le seul. Il y en avait d'autres qui, avec les autres ministres. Donc, des hauts fonctionnaires qui arrivaient avec des plans, des projets, beaucoup d'idées. Alors, ça bouillonnait beaucoup dans le premier gouvernement Lévesque. C'est Jacques Parizeau sur le plateau de Bazo TV, je crois, à l'époque. J'étais là aussi comme petit chroniqueur drôlatique, mais avait rappelé qu'en 1976, c'est probablement le gouvernement le plus compétent, puis je pense qu'on peut le prouver. C'était le gouvernement le plus compétent parce que les politiciens, mais les sous-ministres, c'était des gens de 40, 45, 50 ans qui avaient fait des choses dans leur carrière avant d'arriver à la politique. Et lui, à l'époque, on parle du début des années 2000, trouvait que les politiciens de cette époque-là, c'était souvent des gens qui avaient fait que de la politique dans les associations étudiantes à l'université, qui n'avaient pas œuvré dans leur milieu avant de faire de la politique. C'est quand même une différence fondamentale. C'est très vrai, c'est une très bonne analyse. Oui. C'est vrai pour les hommes politiques et femmes politiques de cette époque-là, mais et aussi c'est vrai pour ce que j'appellerais la haute fonction publique de l'époque. Parce que ce qui m'a frappé quand je suis arrivé comme sous-ministre, comme il avait, c'était la qualité intellectuelle des hommes et des femmes avec qui j'allais travailler dans la fonction publique, avec les autres sous-ministres qui connaissaient leur métier, qui avaient des idées, qui avaient du dynamisme. Vraiment, j'étais très impressionné par la qualité de la fonction publique québécoise de cette époque-là. Ah oui, tout à fait. Là, on va terminer avec ça. Je veux vous entendre, parce que vous êtes encore actif dans le Devoir cet automne. Vous réagissiez, entre autres, sur plusieurs fronts, la laïcité. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui dans le débat? Parce que dans le livre, on apprend, vous êtes déçu de ne pas avoir été sollicité lors de la commission Bouchard-Taylor. J'ai été peut-être étonné. Je ne sais pas si j'étais surpris, déçu, mais étonné, disons. Oui. Parce qu'on a l'impression que vous avez des rencontres avec Gérard Bouchard, et ça, c'est relaté dans le livre. Vous avez l'impression que le rapport est déjà écrit et les consultations ne sont pas commencées. Oui, c'est l'impression surtout que ma femme a eue. C'est commode. Encore plus violemment que moi, parce que ma femme a saisi ça plus rapidement que moi. C'est à l'occasion de rencontres sociales très agréables, d'ailleurs, avec Gérard Bouchard et sa femme. Au début. Nous avons eu une longue amitié. Oui. Mais en ce qui concerne la laïcité, évidemment, nos voix ont vraiment divergé, Gérard Bouchard et moi. Malheureusement, moi, j'ai un grand respect pour Gérard Bouchard, bien sûr, parce que c'est un remarquable chercheur, un grand intellectuel du Québec. Mais là-dessus, nous divergeons. Mais ce qui est intéressant, M. Rocher, c'est que vous dites, parce que, on peut débattre si la loi 21 est une bonne loi ou non, mais je pense pas que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais vous rappelez qu'il n'y a pas eu une grande réflexion sur la laïcité. On n'a pas une tradition intellectuelle de réflexion sur la laïcité, puis ça a peut-être nuit au débat, et ça nuit peut-être encore au débat sur cette question-là. Est-ce que vous avez encore cette impression-là? Oui, c'est vrai. Vous savez, je pense qu'il y a eu un début de réflexion sur la laïcité au début des années 60, quand nous avons eu à réfléchir sur
la confessionnalité de notre société québécoise, dans l'éducation, dans la santé, dans les hôpitaux, dans tout. Hein. Et donc là, il y a eu une période de réflexion avec aussi la création du mouvement laïque de langue française en 1960. Donc oui. Mais par la suite, on peut dire que ça ne s'est pas poursuivi en profondeur, je dirais. Et on a été pris comme un peu par surprise quand est arrivé les accommodements raisonnables qui ont entraîné la création de la commission Bouchard-Taylor. Et là, on manquait d'outils et on s'en est fait. Remarquez, depuis la commission Bouchard-Taylor, il y a eu plusieurs ouvrages. Au Québec, remarquablement, de différents ouvrages, dans différentes directions d'ailleurs, bien sûr, qui ont fait avancer la réflexion sur la laïcité en général et la laïcité québécoise, notre choix ici. Et le débat se poursuit, le débat n'est pas fini, bien sûr. Parce que la loi 21, elle a été votée. C'est une loi qui est un point de départ, mais on pourrait aller encore beaucoup plus loin, bien sûr, dans la définition de la laïcité. Et puis, de toute façon, elle est déjà devant les tribunaux. Non. Alors, on se prononcera pas. On va attendre. La loi 96, vous avez manifesté le désir que Simon Jolin Barrette soit le Camille Lorrain des années 2020. Je sais pas. Bon, avez-vous l'impression que la prédiction va se réaliser? J'ai l'impression que la barre est haute. Oui, j'espère n'avoir pas trop fait de misère à Simon Jolin Barrette. Ou à Camille Lorrain. En lui proposant cette comparaison. Mais on a l'impression que c'est une demi-loi. En tout cas, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si ça va être modifié, mais on a l'impression que, bon, entre autres, la loi... J'imagine que vous qui avez participé à la création des cégeps, j'imagine que vous auriez aimé que la loi 101 s'applique au réseau collégial également. Oui, c'est ce que je suis surtout allé dire à la commission parlementaire. Puisqu'on m'a invité à aller à la commission parlementaire. Bon, j'ai fini par accepter l'invitation. Et je suis allé principalement pour appuyer sur ce point. Et aussi pour dire qu'il faut penser une politique linguistique avec une politique culturelle. Ça va ensemble. Parce que la langue n'est pas qu'un outil de communication, c'est aussi une manière de penser, ça accompagne toute une tradition, une histoire. Et puis, le problème du français au Québec, c'est pas seulement la langue, de la politique linguistique, mais c'est une politique d'immigration qui est devenue très importante. Donc, je pense que on est à un moment clé j'ai été agréablement surpris que le parti au pouvoir en ce moment prenne le dossier. Il y a un ministre là qui a eu le courage de prendre ce dossier. Je l'admire, je le respecte parce que ce n'était pas facile et il le porte courageusement, je trouve. Maintenant, on peut demander encore davantage. C'est ce que je fais. Oui. Vous dites quand même que le Québec, dans le Canada, c'est un carcan qui condamne à un déclin du français. Il faudra aller au-delà de ça, évidemment. On n'est pas du tout dans un climat social qui se prête à ça, mais des fois, un déclencheur peut si vite arriver. Mais avez-vous encore cette impression-là que dans le fond, et on le voit, je trouve, un peu avec cette loi-là qui semble ménager la chèvre et le chou, parce qu'on trouve donc l'anglais, c'est une porte, encore une fois, pour un épanouissement personnel, donc on le restreint pas trop, mais on le restreint de façon cosmétique. On est loin, en fait, des grands idéaux des années 60 ou 70. Oui, c'est certain. Mais par ailleurs, ce que je retiens en particulier de cette loi, c'est que elle va mettre en place des institutions
qui, si elles sont appuyées par le gouvernement actuel et les gouvernements à venir, sont en mesure de changer des choses. Par exemple, il y aura désormais un ministre de la langue française. Ce serait important avec un ministère. Il y aura un commissaire à la langue française avec des grands pouvoirs. Il est nommé par l'Assemblée nationale, donc ça, au-delà des partis. Et puis, il y a un organisme pour les cours de francisation. Ça, c'est à développer. Et ça, moi, je me dis, bon, cette loi, elle nous donne des outils, des institutions dont il faudra surveiller la mise en place, parce que c'est ça qui va être important aussi. Mais ça ne m'étonne pas que vous nous disiez ça, parce que dans la dernière partie du deuxième tome de Pierre Duchesne, il y a beaucoup de gens qui témoignent, Jean-Philippe Warren entre autres, il y a des gens qui témoignent de votre droiture intellectuelle et de l'espoir, en fait, de cette faculté d'espérer, d'avoir confiance en l'être humain pour accéder au meilleur. Puis vous perdez pas ça du tout. Malgré, vous auriez pu être désillusionné avec votre parcours et avec l'état actuel des choses, mais encore une fois, non, vous portez votre regard vers l'avant. Oui, j'aurais des raisons de ne pas être content du Québec. Oui. Certainement, des Québécois et des Québécoises. Oui. J'ai quelques bonnes raisons de ne pas être content. mais en même temps, il y a quand même, ce que je constate, c'est qu'on a fait des pas considérables depuis 50 ans. On a réussi à transformer cette société québécoise vers une société moderne, avec aussi des jeunes entrepreneurs, avec des classes d'intellectuels, avec un système d'éducation publique. Bon, donc on a réussi des choses. Et puis un système de santé qui, malgré ses faiblesses, est quand même bien différent de ce qu'il était en 1940. Donc oui, on a fait des grands pas. On a fait des grands pas grâce à vous, Monsieur Guy Rocher. Puis je veux vous remercier. Je rappelle, on est samedi après-midi quand même. Vous nous avez accordé plus qu'une heure. Je sais que c'est pas bien de dire l'âge des gens, mais vous avez quand même 97 ans. Oui. Je vous remercie infiniment. C'est vraiment un honneur d'avoir pu vous entendre à la balado. Et évidemment, merci Pierre Duchesne. J'espère que les gens vont avoir le goût de se plonger dans ces deux tomes d'à peu près chacun 450 ou 500 pages, où on rentre vraiment dans tous les grands moments de la vie de Guy Rocher, mais de la vie intellectuelle, sociale du Québec. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci de votre accueil. Alors voilà ce qui termine les nouveaux épisodes de la saison 4 de l'année 2021. On va se retrouver à la mi-janvier pour de nouveaux épisodes. Comme je vous disais en introduction, on aura quelques épisodes en rappel dans le temps des fêtes pour égayer votre temps des fêtes, on l'espère. Je veux vraiment remercier tout le monde qui a supporté le projet. Financièrement, oui, mais en m'écrivant, en inspirant des segments, des chroniques, des invités. Cette communauté, en fait, que je chéris vraiment beaucoup. Je veux vous remercier. La campagne va très bien. La semaine dernière, j'avais lancé une invitation pour que d'ici le temps des fêtes, on soit à 75%. On n'est pas encore là, mais on est à 70% à peu près. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la progression de la campagne sur lefredsavard.com dans l'onglet campagne. Donc, les gens sont au rendez-vous. Là, je comprends aussi que c'est la COVID. L'année 2021 n'a pas été facile financièrement pour bien des gens. C'est vraiment un objectif, le 80 000 $, qui est, je dirais, rêvé, mais je suis déjà heureux présentement et je sais que c'est pas fini parce que chaque jour, je reçois des contributions. Les gens découvrent le projet, voient le travail qui est fait derrière ça et ont envie de participer. Pour les gens qui ont donné 60 $ et plus, vous le savez, il y a du contenu exclusif. Il y a un épisode de Daniel Lanois qui est dans l'espace privilège que j'ai réalisé avec Luc Bérard mon disquaire depuis 30 ans à l'Oblique, qui est un grand fan de Daniel Lanois. Donc, on a vraiment fait
on a brossé un panorama de sa carrière de producteur, mais de sa carrière d'auteur, compositeur, interprète. Je suis vraiment très fier de cet épisode-là. C'est exactement ce que je voyais quand j'ai créé la balado Brouillon de culture pour les donateurs de 60$ et plus, le contenu exclusif que je veux offrir. Donc, c'est disponible dans l'espace privilège. Les gens qui ont donné 60$ et plus, vous pouvez vous connecter. Donc, vous allez dans l'onglet Connexion. C'est assez simple, je pense, mais des fois, il y a des petits glitches, comme on dit. C'est normal, c'est de l'informatique, c'est pas une science exacte. On a voulu aussi créer cet espace-là de zéro pour pas aller sur Patreon encore, comme bien d'autres le font. Là. Je veux pas les juger, mais ça rajoute un intermédiaire. Puis moi, j'ai fait le pari qu'on crée cette façon-là d'offrir du contenu exclusif à une catégorie de donateurs. Donc, vous vous inscrivez. Si vous avez des problèmes, écrivez-moi au baladofredsavard@gmail.com. Je vais vous aider. Là, j'ai accès au site, évidemment, et je pourrai vous ajouter si jamais, parce que des fois, il peut y avoir des petits contretemps. Mais voilà. Donc, c'est disponible. J'espère que vous allez apprécier cet épisode-là. Donnez-moi votre opinion. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Je suis en train de réfléchir à ça. Et il y aura aussi les infolettes. Je les voulais hebdomadaires, mais là, c'est quand même pas aussi évident que je pensais. Il n'y a rien comme une grippe pour nous ralentir aussi. Alors, mais voilà, en 2022, ça va être un peu plus soutenu. Et voilà, je suis très heureux de pouvoir vous offrir ça cette année. J'ai la misère à vous dire bonjour parce que je vais m'ennuyer. Un mois sans se parler directement. Mais je sais qu'on se parle dans la vraie vie parce qu'on se croise et vous me dites comment vous aimez ce projet. Puis ça me fait toujours plaisir, vraiment. Ça m'étonne encore à chaque fois. Mais bon... visiblement, ce projet-là fonctionne. Il faut que j'arrête d'être surpris. Alors voilà, je vous souhaite un très, très, très bon temps des fêtes. Je ne sais pas à combien. Faites attention à vous. Et j'espère vous retrouver tous intégralement en 2022 pour la suite de cette saison 4 de la balado. À bientôt tout le monde.